Guilty Gear, une série que j'affectionne énormément. Depuis mes débuts sur Strive, le dernier opus sorti en 2021, j'ai eu l'occasion de tester à peu près tous les jeux de la série, du plus classique jusqu'au plus original. Cette série de jeux m'aura marqué et sera devenue par la suite ma série de jeux de combat de prédilection, car en tant que gros bandeur de jeux de combat, avant de m'initier à Guilty Gear, j'étais un grand joueur d'Oath vs Fighting. Et c'est grâce à un ami que je ne remercierai jamais assez de m'avoir montré ce banger que je me suis lancé dans ma nouvelle addiction. Alors voilà comment se présente Guilty Gear Strive, car oui, dans cette vidéo je parlerai uniquement de cet opus, faut pas rêver non plus. Déjà le jeu est magnifique, je pense que ça se remarque assez vite, il a une identité visuelle de malade mental, avec des animations en 24 fps somptueuses, bref, c'est un bonbon pour les yeux. Alors comme dans tout versus fighting classique, il y a votre personnage, la barre de vie et la barre de super, ici elle est appelée tension. Et cette barre, elle servira à utiliser vos overdrive, c'est les ultis en gros. Chaque personnage en a deux, mais cette barre elle va aussi vous servir à utiliser la mécanique de Guilty Gear, le Roman Cancel. Mais j'en parlerai plus tard. Sur l'écran, on va aussi avoir la barre de burst qui est sûrement la plus importante au niveau de la gestion car elle va permettre un paquet de trucs. S'échapper d'un combo, avoir un bouclier, repoussant temporaire, ou foncer sur l'adversaire comme un singe pour mettre un coup. Cependant, elle met longtemps à se recharger, donc il faut y faire attention. Comme dans tout versus fighter, le but va être de niquer la gueule de son adversaire pour que sa barre de vie tombe à zéro. Et maintenant, on va rentrer justement dans la partie qui peut paraître chiante au premier abord, mais qui, je vous le jure, est super intéressante. On va commencer du coup par parler des différents coups qui sont appelés comme ceci. Le punch, c'est un petit coup rapide qui va pas amener sur grand chose après, c'est un jab quoi. Le kick, qui est comme un punch mais en mieux parce que ça va taper plus loin mais un peu moins vite. Le slash, l'équivalent d'un coup moyen et le principal combo starter de beaucoup de personnages. Et le heavy slash, les gros coups qui font mal de zinzin et qui finiront ou commenceront certains combos. Il y a aussi le dust, mais j'y reviendrai plus tard parce que c'est plutôt compliqué. Au niveau des combos maintenant, dans Strive, franchement, faire des combos c'est super facile. Il y a un combo universel et commun à quasi tous les personnages, close slash, far slash, heavy slash, car oui, pour le slash, selon la distance de l'adversaire à laquelle vous le ferez, ça fera une version différente, une près et une loin. Voilà, ça c'est la base, mais en jouant au jeu, vous découvrirez qu'il y a vraiment des possibilités énormes de combos que vous pouvez créer et découvrir. Ça demandera juste un peu d'entraînement. En parlant d'entraînement, c'est bien de vouloir taper, mais il va aussi falloir apprendre à bloquer. Dans Strive, il y a deux types de gardes différentes. La garde haute, qui va bloquer les attaques qui tapent en haut, les overhead, les attaques sautées et les attaques mid, celles qui attaquent pas dans un particulier en gros. La garde basse, quant à elle, elle va bloquer les attaques basses, donc les balayettes et tout ce qui y ressemble, et aussi les attaques mid. En général, la garde basse, ça va toujours rester la solution la plus safe, mais c'est là que le bouton dust il va entrer en jeu. Le bouton dust il peut faire trois trucs qui sont quand même assez zinzin. D'abord, le truc le moins utile des trois, une attaque si vous êtes en l'air et que votre stick est en position neutre. Ensuite, si vous faites la même, mais au sol, vous allez faire une attaque overhead qui va pouvoir passer à travers les gardes basses. Et si vous arrivez à charger cette attaque et à toucher avec pour ensuite sauter pendant le ralenti, alors globalement, vous pouvez foutre un combo qui va faire fondre la barre de vie adverse. La troisième utilité du bouton dust, la meilleure, la grotesque, le grab, il sort très vite, il attrape un adversaire au sol peu importe comment il bloque, il peut ouvrir sur des Okizeme divins, mais pour le battre il suffit de sauter, sauf si évidemment c'est un grab en l'air. C'est quand même cool, non? Aussi, pour reprendre sur le jeu défensif, il y a une mécanique qui permet de bloquer sans se prendre les chip damage, en plus d'éloigner un peu plus l'adversaire qu'avec une garde normale. Il y aura aussi l'utilisation de la barre de burst si elle est au complet afin d'effectuer un combo breaker. En gros, ça dégage l'adversaire à l'autre bout de l'écran et vous met dans une position favorable. Du coup, pour revenir sur le Roman Cancel que j'ai utilisé tout à l'heure dans mon explication, c'est une mécanique qui va demander d'utiliser 50% de votre barre de tension afin d'annuler peu importe l'animation dans laquelle vous êtes. En gros, ça vous permet de faire ce que vous voulez après. Imaginons que vous faites un coup et vous faites un Roman Cancel, bam, vous annulez l'animation, vous pouvez refaire un coup derrière même si de base vous ne pouviez pas le faire sans le Roman Cancel. Si vous ratez un coup, vous pouvez Roman Cancel pour commencer à grab direct. Si vous vous faites taper, ça aussi c'est important, si vous faites taper pendant que vous bloquez, vous pouvez faire un Roman Cancel jaune qui va stopper la pression de l'ennemi. Enfin, stopper c'est un grand mot parce que ça va juste le repousser un peu, ça va vous permettre de pouvoir peut-être faire un petit truc à la sortie, mais c'est pas souvent utiliser ça. En gros, le Roman Cancel, c'est la mécanique qui, si elle est bien maîtrisée, va tout détruire. Toutes
ces mécaniques et tous les trucs cités précédemment ont peut-être l'air compliqués ou trop chiants à retenir, mais très honnêtement, allez juste jouer un peu contre des gens ou en entraînement, et vous verrez que ça va rentrer très très vite. Dites-vous aussi que toutes ces mécaniques seront bien plus simples à faire rentrer que les... motion input. Non, je dramatise un peu en vrai, c'est pas compliqué. Chaque personnage a des attaques spéciales qu'il peut réaliser en faisant un certain mouvement avec le stick, suivi directement de l'appui d'une des touches d'attaque. Ça peut aller du truc très simple, comme le quart de cercle, ou juste le stick vers l'avant, au un peu plus compliqué, avec par exemple le Z input, ou le demi-cercle suivi d'un appui vers l'avant. Ça reste une mécanique importante à enregistrer, car c'est celle qui permettra d'utiliser pleinement le potentiel de votre personnage. A noter que les commandes sont indiquées comme si vous vous teniez à gauche de votre adversaire, il faudra donc inverser de direction si vous échangez de sens. D'ailleurs, petit truc marrant, si votre stick est vers l'adversaire et que vous appuyez sur le bouton punch, vous allez effectuer un anti-air qui va rendre le haut de votre corps intouchable pendant l'animation et vous permettre de cueillir des ennemis qui sautent vers vous. Voilà, prenez ça comme vous voulez. Et aussi, si vous mettez assez de coups à un adversaire contre un mur, vous allez pouvoir le péter pour retourner en situation neutre. En plus de faire des beaux dégâts et en plus de faire un des trucs les plus stylés du jeu. Voilà, je pense avoir fait le topo sur les bases des mécaniques du jeu. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir maintenant parce que d'une c'est chiant et de deux vous apprendrez bien mieux vous-même en testant le jeu plutôt qu'en regardant une vidéo comme ça. Du coup on va enfin passer à la partie fun. Pourquoi le jeu est un banger, le lore et une présentation de chaque personnage composant le roster de Strive à l'heure où la vidéo est faite. Ce jeu il est incroyable déjà, car il est très nerveux et récompense le jeu agressif. Contrairement à un Street Fighter où la défense sera souvent privilégiée, ici, il faudra rester constamment agressif et proche de son adversaire au risque de perdre des ressources très importantes au combat. Le jeu il claque, le jeu il est beau, le jeu il est super accessible aux débutants et pourrait permettre à des gens qui ont assez peur du genre de s'y lancer. Les tutoriels sont présents en surabondance et il y a même un outil permettant à la communauté de partager ses combos. De plus, si Strive est le premier opus de la série sur lequel vous vous lancez et que vous êtes intéressé par le lore de cette série, pas de panique, un menu a été créé exprès pour vous dans le jeu. Vous trouverez toutes les infos possibles et imaginables sur l'histoire de cette saga, et ce menu ça aurait été ma principale référence afin d'écrire la prochaine partie de cette vidéo, le lore très résumé de la série, auquel j'ajouterai un petit résumé de la cinématique de 4 heures et celle de 2 heures qui composent le mode histoire de Strive. Alors en gros, il y a ce mec là, Frédéric, il est en couple avec Arya et pote avec Asuka. Sauf que Arya, elle a une maladie de fou zinzin dont on n'aura jamais l'explication de qu'est-ce que c'est, c'est une maladie comme dans les animés en gros. Et du coup, Asuka, à l'aide de la magie et tout ça, il va transformer Arya en gear. En gros, les gears c'est des humains modifiés magiquement, un peu comme les cyborgs mais faits de magie, parce que dans le monde de Guilty Gear, toute la technologie a été remplacée par de la magie. Mais elle meurt quand même, lol. Du coup, elle est utilisée afin de créer Justice, un méga mecha avec une méga bite qui a, sous l'influence de la volonté universelle, qui est un peu une entité qui troll les humains, entre autres, rayé le Japon de la carte. Ce qui fait que Daisuke, le mec qui s'occupe d'un peu tout dans la série, a détruit son propre pays. Ou l'a-t-il vraiment fait? Aussi à ce moment-là, Asuka s'était déjà barré maîtriser parfaitement la magie sous l'appellation Batman. L'identité secrète de ce dernier était censée rester un mystère pendant un bon moment, mais c'était assez évident que c'était lui, enfin bref, on passe au premier jeu de la série qui aborde le tournoi de sélection. Frédéric, entre-temps devenu un gear et se faisant appeler Soul Bad Guy, il se fait appeler comme ça parce que c'est trop cool, à l'aide de ces gars qui l'ont aidé pendant les croisades lancées par Justice, ils vont sceller cette dernière, donc tout va bien. Enfin, tout va comme ça va quoi, jusqu'à ce qu'un Blood qui s'appelle Testament décide de libérer Justice et de lancer un battle royale entre plusieurs candidats dont un seul sortira avec le droit d'affronter Justice. Pourquoi ? Parce que Testament est une gear qui a perdu son libre arbitre. Bref, on s'en fout, je développerai quand je parlerai du perso en lui-même. Du coup, Saul gagne le tournoi, parce que décidément il a vraiment envie de tuer sa femme, et c'est ce qu'il fait. Et rassurez-vous, ce n'est pas la dernière fois qu'il aura buté sa femme. Ah oui, et aussi Testament redevient cool après la mort de Justice. Mais bon, vu qu'il faut jamais que ça aille tranquille bien longtemps, une guerre qui pourrait détruire la planète a été découverte. Wouhou. Dizzy, qui sera recherchée par tous les chasseurs de primes du globe, et aussi par une meuf qui ouvre un resto. Heureusement que des amis qu'elle se sera fait lui permettront de se cacher des chasseurs, parce que en fait, elle est juste gentille et elle veut pas détruire la Terre. Du coup, elle va épouser Kai, qui deviendra plus tard le roi du royaume d'Illyria, et les deux vont avoir un enfant, Sin.
J'ai volontairement oublié de préciser que Kai est un homme majeur et que Dizzy n'avait que 7 à 8 ans à ce moment-là. Mais bon, les gears vieillissent et grandissent plus vite que normal, donc apparemment ça passe. Un peu après, vient l'apparition de Ino, une sorcière qui voyage dans le temps, et en tant qu'alliée de Batman, elle veut fumer tous ceux qui veulent du mal à son pote. Voilà, c'est à peu près le speech qui peut concerner Saul dans cette partie de l'histoire, mais restez avec moi, on va passer à l'apparition des Valentine. Pour revenir sur la femme morte 2 fois de Saul, son ADN sera utilisé à nouveau par la volonté universelle pour créer Valentine. Son objectif, c'est de détruire l'humanité comme Justice, parce que quitte à troll, autant bien le faire. Et après elle, il y aura 3 autres Valentine qui seront créés, Jacko, Ramlethal et Elfelt, qui auront le même but, mais seront calmés, contrairement à la Valentine originelle, qui va bien se faire démonter comme il faut après être devenue une nouvelle version de Justice. C'est donc encore un féminicide de la part de Sigma Red Pill Guy. Voilà. C'est tout pour ce jeu. Ah ouais, aussi il y a Batman. Ah, le mode histoire de Strive maintenant. En gros, Ino elle décide de libérer ce qui est littéralement Dieu du corps d'Ariels, la meuf emprisonnée et soignée après qu'elle se soit aussi faite défoncer par Saul et Axel. Du coup ce dieu il décide comme la volonté universelle qu'il avait créée de troller la planète. Il va donc réduire à ses ordres un samouraï vampire qu'il aura au préalable réveillé de son sommeil et il va en faire son garde du corps. Mais pas parce qu'il en a besoin, juste parce que LOL MDR. Après 4 heures de cinématique à la qualité qui varie entre moyen et what the fuck c'est quoi cette merde que je regarde, Saul, Kai, Asuka, Jacko et Axel parviennent à libérer Nagoriyuki, vaincre Apikeos, le dieu donc, et Ino. Et tout est bien qui finit bien, mais Saul perd ses pouvoirs de gear. Mais ça lui va, il est content, et il peut vivre avec sa femme qui est une réincarnation d'une réincarnation d'Arya. Décidément, son ADN aura beaucoup tourné. Globalement, ils ont dégagé 2 persos au pouvoir divin, voilà, bref, Soul Bad Guy solo tous vos persos préférés. Pourquoi il n'est pas encore apparu dans un edit Anitok contre Goku, je me le demande. Bon. Après ce petit résumé, il va falloir parler des personnages en particulier, car hors de l'histoire concernant Saul, il y a plein d'autres personnages super intéressants avec leur propre histoire. Ce qui va suivre sera donc une présentation de tout le roster de Strive. Allez, c'est parti. Soul Bad Guy, le protagoniste de la saga, vous connaissez déjà à peu près son histoire, mais notez juste pour résumer que Frédéric est Soul Bad Guy, il s'est mis en couple avec Jacko Valentine après qu'il ait Xrd, et à la fin de Strive, il a perdu sa condition de gear. Son arc narratif est donc théoriquement terminé, reste à voir ce qu'il sera fait du personnage avec l'anime Tigre Strive Dual Rulers. Bref, Soul Bad Guy dans Strive, en plus d'être un monstre de style, c'est un monstre de puissance. Il se joue comme un Shoto classique. En gros, un Shoto c'est un style de personnage dit équilibré, ils n'ont ni grande force ni grande faiblesse. C'est les personnages de base quoi. Soul Bad Guy, sa différence principale comparée à d'autres Shoto, c'est sa versatilité. Il a des outils pour quasiment toutes les situations possibles en jeu, c'est ce qui fera en sorte que ça sera un bon choix pour commencer à jouer au jeu. Le perso fait aussi des dégâts de monstre, donc même sans connaître tous ses outils, le perso peut quand même permettre de foncer comme un singe pour taper fort. En clair, Soul Bad Guy c'est un bon perso pour connaître les mécaniques basiques d'un jeu de combat. Kai Kiske, rival de Soul Bad Guy, pendant les croisades à ses 16 ans, il est devenu capitaine des Chevaliers Sacrés grâce à ses skills à l'épée. Suite à quoi, après la dissolution de l'Ordre Sacré, il rejoindra les forces de police spéciales. Très bienveillant de nature, il a une vision plutôt positive de la justice, mais suite à sa rencontre avec Justice, il aura remis cette vision en question. Justice lui aurait dit « J'apporte la destruction aux humains afin de remplir l'objectif pour lequel j'ai été créé, telle est ma justice ». Kai, après les événements du tournoi, a pris l'existence de Dizzy, une gear qui a choisi de vivre en harmonie avec les humains. Ça lui fit remettre encore une fois en question sa vision du monde. Il épousera cette dernière, et par la suite eut un enfant avec elle. Cette expérience et ce que ça lui a apporté lui a permis de passer au rang de roi des Royaumes-Unis d'Illyria. En jeu, Kai est lui aussi présenté comme un Shoto, mais imaginez maintenant Ryu avec une épée, vous avez Kai. Il n'a peut-être pas autant d'outils que Soul Bad Guy, mais il a accès à un projectile assez utile qui, s'il touche l'adversaire, le mettra en shock state, un état qui permettra à Kai de pouvoir mettre une de ses attaques spéciales de manière sécurisée, même si l'ennemi bloque cette attaque. En gros, Kai peut contrôler le terrain assez bien, en plus d'être lui aussi très simple à prendre en main,
Dernière gimmick du personnage, s'il passe en dessous d'un certain seuil de PV, il aura accès, au prix de 50% de sa jauge de tension, au Dragon Install. Un état où en gros il deviendra bien plus puissant car toutes ses attaques spéciales seront renforcées. Jeune fille à la personnalité contagieuse, Mei, une des membres principales de l'équipage des Jellyfish Pirates, composée uniquement de femmes à l'exception de Johnny, elle a été recueillie par ce dernier alors qu'elle était encore orpheline de guerre. Il faut aussi noter qu'elle fait partie des rares ayant survécu à l'attaque du Japon par Justice, ce qui lui a valu de choper une grosse maladie commune aux Japonais, dont elle sera soignée un peu plus tard aidée de son équipage Faust et Chip. En jeu, Mei est un personnage plutôt petit, mobile, qui fait des dégâts assez impressionnants en plus de pouvoir faire des combos dévastateurs, à partir de counter hits. Elle a accès à une option de mouvement légendaire, plutôt simple à prendre en main, ses gros coups parviendront à briser assez facilement la garde de l'adversaire. Elle est aussi considérée aujourd'hui comme le meilleur personnage du jeu, enfin c'est plus d'actualité parce que maintenant on a changé de saison. Mais bon, ça en vrai on s'en fout, on n'est pas là pour jouer des persos parce qu'ils sont forts, on les joue parce qu'ils sont cool. Axel Law est un homme britannique et gangster de notre époque, car oui, les jeux Guilty Gear se passent très loin dans notre futur. Et lui, il s'est retrouvé pris dans une faille temporelle qui l'a transporté plus de 100 ans plus tard, perdant sa copine, Megumi, et tout ce qui le rattachait à notre époque. Après l'arrivée de Ino dans le monde, il vient une opportunité pour lui de retourner à son époque. Mais, malheureusement, il a appris que s'il revenait à son époque, le paradoxe que ça créerait détruirait toute cette nouvelle temporalité dans laquelle il aurait le temps de se trouver des amis. Donc, tel le Chad qu'il est, il décide finalement de rester dans l'époque des jeux, parce qu'il trouvait ça pas si mal finalement. Il aura ensuite appris à mieux contrôler ses pouvoirs temporels, si bien qu'il peut arrêter le temps quand ça lui chante. Il a une personnalité plutôt chill et joyeuse, et est prêt à aider les gens quand il le faut. Il faut aussi noter qu'il voit dans Ino beaucoup de choses qui lui rappellent sa copine. En jeu, Axel est présenté comme un zoneur, un personnage qui va chercher à garder la distance le plus possible. Il dispose d'attaques qui couvrent des distances titanesques, en plus d'avoir des outils pour taper aussi bien au sol qu'en l'air. Maîtriser son neutral sera assez compliqué au début, mais de mon expérience, pour le jeu il faut juste aller avec sa vibe et jouer comme vous le voulez. L'un de ses super lui permet aussi d'arrêter le temps pendant un bref instant, ce qui stoppera tant bien l'adversaire que le décor et la musique. Ce que je trouve assez cool pour être noté. Not much, no problem, even if the world doesn't change. I'm a clown that don't have shades. My password is out of them. Chip the Neuf est un homme américain fan du Japon et accessoirement un vrai ninja. Déjà voilà, les bases sont posées. Son histoire, elle commence quand son sensei va se faire tuer par la guilde des assassins et que le Japon sera détruit par Justice. Il va donc chercher à le venger en créant lui-même son royaume où il pourra se faire des ninjas à ses ordres. Ce royaume sera bâti en Afrique, et en plus de donner un impact géopolitique mondial assez énorme à ce continent, les conditions de vie là-bas seront aussi très améliorées. En gros, contrairement aux pays d'Europe de merde, il a trouvé une bonne façon de coloniser une nation.
Il est dès lors reconnu mondialement comme un dirigeant puissant, car l'Afrique, c'est plutôt énorme, hein. Et aussi, il est pote avec Angie et Bacon, qui sont deux japonais. Donc finalement, il a sa vie comme dans les animés. En jeu, ce petit Weeb qui a le nombre de PV le plus bas du jeu va se jouer comme vous l'imaginez. Un personnage très rapide, très mobile, qui peut faire des combos très flashy et des pressions dévastatrices. C'est ce qu'on appelle les rushdowns, des personnages qui vont chercher à se coller à vous pour vous défoncer. On se sent libre de tous ses mouvements en le jouant, et malgré sa barre de vie très petite, il bénéficie de coups ultra rapides. En gros, si vous êtes pris en train de bloquer par un chip dans un coin, préparez vos fesses et vos mouchoirs, vous n'avez pas passé un bon moment. No matter what life throws at you, take it on. Well, fight like a tiger, walk in the park, play the hero till I die. Fly like an eagle, soar through the sky, be free till you die. L'état de Zep est le seul dans le monde de Guilty Gear à encore utiliser de la technologie dite classique au lieu de la magie, qui a pris le contrôle de tout. Potemkin était un homme particulièrement puissant, au point où il était obligé de porter des équipements exprès pour réduire sa puissance destructrice. D'abord esclave dans cet état, il parviendra à l'aide de Gabriel, lui aussi un homme très fort, tant physiquement que pour diriger, à faire un coup d'état afin de libérer les esclaves. Mais Potemkin n'a pas la violence, il va donc tout faire pour essayer de calmer cette violence causée par les émeutes. D'abord sans succès, mais par la suite, il arrivera à calmer un peu mieux tout ça, sans pour autant le faire à 100%. Mais c'est sa grande quête actuellement, de diriger un état avec Gabriel sans violence, en son sein et dans la paix. En jeu, Potemkin est le cliché vivant du grappleur. En gros, il a ce coup là, le Potemkin Buster, qui est un command grab qui, s'il connecte, va globalement retirer la moitié de la vie de l'adversaire, en plus d'avoir des outils pour quasiment n'importe quelle situation. De l'anti-air, de la mobilité au sol, de l'anti-zoning, une manière de s'échapper d'une pression contre le mur, et même un coup qui fait la moitié de l'écran, tout ça au prix d'une vitesse inexistante et d'un air dash absent, en plus de ne pas pouvoir faire de double saut. En clair, c'est une véritable forteresse qui demandera beaucoup d'efforts pour la faire tomber. Sound like a silly cloud, but I won't turn my back on life. One day all will run away. All I do is embrace the one that's down. I'm a cloud of fire. Le docteur Baldhead était l'un des meilleurs docteurs du monde. Aucune mort à son actif. C'était le GOAT, le LeBron James du corps médical. Sauf qu'un jour, une de ses patientes va décéder sous ses yeux. Ça va l'affecter très profondément psychologiquement. Il va péter un câble et devenir un tueur en série. Après le tournoi de sélection pour Justice, il va repartir essayer de soigner son esprit. Chose qu'il réussira à faire, et désormais, muni de son iconique sac sur la tête et se faisant appeler Faust, il vouera ce qui reste de sa vie à aller mieux et à sauver le plus de vies possible. Il aura sauvé dans le cast par exemple Mei et Zato. Mais qu'est-ce qui explique son changement d'apparence si soudain entre Xrd, Rev 2 et Strive ? Eh bien, il est dit qu'il aurait négligé sa propre santé physique et mentale à nouveau en se concentrant sur le soin, mais bon. Pour l'instant, il reste toujours le Faust rigolo et gentil qu'on connaissait, il a juste maintenant un comportement très erratique et adopte une apparence inquiétante. En jeu, Faust ne peut pas vraiment être classé dans un archétype particulier, mais ses caractéristiques principales sont qu'il est très grand, ses attaques couvrent une large distance et il possède des gimmicks particulièrement originales comme par exemple son command grab qui va vous coiffer comme The Weeknd Prime et qui, s'il utilise quelconque attaque qui fait du feu sur ses cheveux, vont exploser en mettant de bons dégâts. Il dispose aussi, en plus d'un coup qui est du grand art, en gros il va sortir un objet aléatoire et ça peut aller d'une peau de banane à une bombe jusqu'à une météorite. Voilà, c'est le Gear 5 genre. En gros, si je devais décrire personnellement le type de personnage qui est Faust en jeu, je dirais que c'est un peu le perso blague marrant pour les gens un peu silly.
Millie Rage n'a pas eu la vie facile. Déjà enfant, elle sera directement emmenée à la guilde des assassins où elle sera entraînée à en devenir un. Coincée dans ce métier, elle sera obligée d'obéir à tous ses ordres et, à la suite d'un rituel, elle se verra accorder un pouvoir très puissant, celui de transformer ses cheveux en armes. Réponse si Disney avait Loki en gros. Elle va donc pour le reste de sa vie accorder une importance particulière à l'entretien de ces derniers, car ils peuvent être considérés comme ses organes. Elle rencontrera aussi Zato pendant cette vie, un jeune homme que nous aborderons juste après elle. Les deux s'aimeront, mais une suite d'événements liés à Zato que j'aborderai dans sa partie feront que la relation deviendra très difficile, et ça jouera énormément sur le mental de Milia, qui actuellement, à l'heure des événements de Strive, est toujours incertaine de ses sentiments pour un Zato détruit par le temps et son pouvoir d'eau. Je profite de cette histoire terriblement sombre pour faire ma première parenthèse sur le thème musical d'un personnage, car le refrain du thème de Milia est juste incroyable. On ressent clairement ce qu'elle peut ressentir dans cette partie. En jeu, Milia se présente d'abord comme un rushdown, mais sa spécificité c'est que sa force réside dans le mix-up. Après qu'elle vous ait mis à terre, elle peut commencer à setup une situation où vous allez devoir vous concentrer très fort pour savoir où bloquer. En plus d'avoir une mobilité aérienne folle grâce à son double air dash et ses options au sol pour passer derrière l'ami, elle tape vite et possède un des meilleurs Okizeme du jeu. Cependant, elle sera plutôt dure à apprendre car il y a des techs très avancés à apprendre afin d'exploiter le plein potentiel du perso. Zato est un membre de la guilde des assassins. Après un rituel similaire à celui qui a donné ses pouvoirs à Milia, il va obtenir la capacité de contrôler une ombre qui s'appelle Eddie. Ça marche un peu comme un stand de Jojo en gros. Et cette ombre, elle possède la capacité de se changer en n'importe quoi. Ce pouvoir lui vaudra d'être l'un des membres les plus dangereux de la guilde. Il commencera ensuite une relation avec Milia, mais ce pouvoir surpuissant a un coup qu'il paiera plus tard quand Eddie blessera mortellement et prendra le contrôle complet du corps de Zato et deviendra un danger tant bien pour la guilde que pour le reste des gens. On apprendra plus tard que c'était la seule solution pour Eddie s'il voulait survivre et que la mort de Zato ne faisait pas partie de son plan pour le contrôler. Milia sera contrainte par la suite d'achever son fiancé afin de stopper toute cette merde causée par Eddie, ce qui ne stoppera pas indéfiniment la bête qui sera ensuite capturée par le Conclave et utilisée comme un rat de laboratoire sur lequel nombre d'expériences seront effectuées. À la suite de certaines de ces expériences, il s'avérera que Zato ressuscitera aux côtés d'Eddie, le problème étant que Zato a ressuscité sans sa mémoire et ses émotions. La seule personne au monde qui lui fait ressentir la moindre chose après ces événements est une Milia qui, ayant été forcée à tuer la personne qu'elle aimait, sera incertaine à propos de ses sentiments envers ce qui est maintenant l'enveloppe vide de l'homme de sa vie. Le côté tragique de ces sentiments que ressent Zato auprès de Milia est merveilleusement retranscrit à la fin de son thème. Had some sweet memories. Each world remains all the same. How can I remember those moments, sweetheart? Tell me, tell me. Zato est un perso. Un perso ? C'est un peu péteur. En gros, sur le terrain, il ne sera pas seul, mais accompagné de son ombre Eddie, à qui il pourra ordonner de faire des attaques. Cependant, si pendant qu'Eddie est invoqué, ce dernier ou Zato est touché par une attaque, Eddie disparaîtra pendant 6 longues secondes. Il faudra donc bien calculer les timings où vous ferez apparaître Eddie. Mais sachez juste que tant qu'Eddie est invoqué, si vous mettez la pression sur l'adversaire, elle ne se stoppera pas tant qu'Eddie n'aura pas disparu.
Ramlethal Valentine est une des Valentines créées dans la dernière série de 3. C'est celle qui a le moins hérité de Trey Venandaria. Elle ne ressent aucune émotion étant donné qu'elle ne possède pas de conscience. Elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal et est incapable de trouver de la valeur à quoi que ce soit. Elle n'obéit qu'aux ordres de sa maman, donc Valentine, et se voit uniquement comme un outil qui doit lui obéir. Tout ça c'était avant qu'elle vienne à interagir avec sa sœur Elfelt et Sinkiske le Goat, qui lui aura globalement donné un chien et fait découvrir les burgers, ce qui aura permis à Ramlethal de comprendre qu'elle n'est pas un simple outil mais un être vivant. Et suite ensuite à sa rencontre avec Bedman qui aura atomisé son chien pour le faire réapparaître après sans ses souvenirs, qu'elle comprendra la valeur de la vie et l'amour qu'on peut éprouver pour quelque chose ou quelqu'un. En gros, ce qu'il faut comprendre c'est que si vous voyez un émo suicidaire, tuez son chien et prenez-lui un autre, pas ouf comme morale. En jeu, Ramlethal est un personnage qui, à l'aide de ses 2 énormes lames, va pouvoir contrôler l'espace, que ça soit en frappant avec ou en les jetant. Ce qui, si l'adversaire est touché, va le foutre loin ou contre un mur qui va faire exploser la lame lancée dessus. Il faudra cependant faire attention en jetant les lames, car pour les récupérer, il faudra soit attendre quelques secondes pendant lesquelles vos attaques taperont beaucoup moins fort et beaucoup moins loin, soit aller les récupérer en vous collant au mur. Ce qui peut aussi être risqué si vous n'êtes pas en situation d'avantage car le mur n'est jamais safe, peu importe le jeu de combat. Ramlethal disposera aussi d'outils pour soit rapprocher l'ennemi, soit se rapprocher de l'ennemi, ce qui en fait un personnage très solide et assez complexe à maîtriser. Leo Whitefang, deuxième mode d'Illyria. Y a pas grand chose à dire sur lui honnêtement. Comme les gens qui le jouent, il déteste perdre. Avant de rencontrer Kai, il se sentait supérieur à tous ceux qu'il ne considérait pas comme assez forts pour lui. Mais, depuis sa rencontre avec Kai, il aura appris à se calmer un peu plus sur cet aspect. Il se prendra toujours pas pour de la merde, parce qu'en même temps, c'est un des plus forts du royaume, mais il n'en sera pas pour autant arrogant et sera même, plus que tout au monde, une personne qui se critiquera toujours de manière plus dure que d'autres. Léo est aussi actuellement en train d'écrire un dictionnaire personnel qu'il alimentera avec ses expériences personnelles, comme par exemple dans la section du mot démon, il aura mis le nom de sa sœur. En jeu, Léo se présente comme un perso dit à stance, donc un perso avec plusieurs postures qui lui donneront accès à des attaques spéciales spécifiques à ses postures. Il possède une posture où il est face à l'adversaire, c'est sa posture de base en gros, mais si jamais il effectue une attaque en particulier qui le fait passer derrière l'adversaire, il va pouvoir changer de posture pour une où il est de dos à son ennemi. Dans cette posture, il ne peut pas bloquer, mais il a accès à un pari, un command grab et des attaques qui mixent entre le overhead et le low. Globalement, c'est un perso très agressif et très singesque qui peut sortir assez bien de certaines situations. Alors très rapidement, c'est un samouraï noir, vampire, japonais. Certains appelleront ça du wokisme, moi j'appelle ça du génie. Du coup, Nagoriyuki est le premier newcomer de Strive. Il est un samouraï noble et il a un peu no enemies, genre il donne des conseils aux adversaires qu'il atomise et ne ressent pas de haine envers des personnes. En particulier par rapport au moment où il était devenu esclave d'Apikeos dans l'histoire de Strive. Faut aussi savoir que ce gigacha d'avant Strive était en hibernation. Genre le mec c'est un ours, c'est Freddy Fazbear. Il est donc après son réveil devenu garde du corps d'Apikeos de force car lui seul connaissait sa faiblesse et au fur et à mesure des combats qu'il a dû faire pendant cette période, il a développé une rivalité avec Saul Bad Guy et, comme j'avais expliqué plus tôt, comme à son habitude, il donnait des petits conseils à Saul sur ses faiblesses au combat. Et il aimait se battre face à lui. Enfin, quand Apikeos utilisa le Tome of Origins pour réveiller le vrai pouvoir d'Ino, Nagoriyuki se libéra de son emprise et comme le GOAT qu'il est, il révéla la faiblesse d'Ino qui, sous sa forme divine, semblait imbattable. Cette action permettra ensuite à Saul de défoncer Chaos et Ino, donc globalement, sans lui c'était Jover. Après tout ce beau bordel, on ne sait malheureusement pas quels sont ses objectifs de vie. Avant de parler du gameplay, est-ce que je peux quand même me permettre de parler de son design de malade mental? Le mec pue la classe et la puissance. C'est ce genre de design qui montre réellement pourquoi la saga Guilty Gear est aussi cool. Maintenant pour le gameplay, Nagoriyuki c'est un perso qu'on pourrait qualifier de big body. En gros les mecs gros qui font des gros dégâts sur chaque coup. Mais là il a une épée et il possède une mécanique spéciale qui est à la fois cool et horrible pour lui.
La jauge de sang se remplit peu à peu à chaque attaque spéciale qu'il va effectuer et, quand elle est complètement remplie, Nagoriyuki va devenir un mec qui tombe de très haut pour mettre un coup de poing. Voilà, la comparaison elle est pas ouf mais vous allez voir. Il va mettre des dégâts de monstre, mais un coup de vent va le buter. Si jamais il veut sortir de cet état majoritairement désavantageux et qu'il possède 50% de tension, il pourra faire un super key tap sur tout l'écran, transforme la barre de vie adverse en un simple pixel, lui permet de revenir son état normal, mais l'attaque elle est facilement bloquable. Donc pour éviter d'avoir fini dans cette situation, il va falloir maîtriser ce que j'appelle le edging du sang. En gros, quand vous placez un coup dans le mode normal, la jauge de sang se videra petit à petit. Et si jamais vous arrivez à placer le saint command grab, elle se videra complètement, peu importe à quel point elle était remplie. Pour faire clair, Nagoriyuki c'est des gros dégâts, mais en prenant possiblement le risque d'imploser, donc c'est aussi un perso avec lequel il faudrait être attentif à plusieurs choses pendant une partie. The world's starting to resist you now. It's time to feast. Bring it out, keep grinding, diving deep like cold steel. I won't face my doom, sayonara. Well done, how dare you? Never too late to bend the knee. When hell freezes over, sayonara. I know the time of darkness will come someday, but I will fight it till the day I die. Giovanna est le deuxième newcomer de Strive, elle fait partie des forces spéciales du président des États-Unis, rien que ça. Hein. Elle est d'origine brésilienne, do Brasil, chica bonito, dosuno mango funk Stillwater, je sais pas quoi, les brainrot TikTok là. De personnalité plutôt maladroite, elle a du mal à sociabiliser avec les gens et elle fait très attention aux mots qu'elle peut employer dans les discussions. Putain, c'est littéralement moi quoi. Les seules choses avec lesquelles elle est à l'aise, ce sont les enfants et les animaux. Et en particulier son loup spirituel de compagnie, Rei, qui est pour elle sa famille, et avec qui elle se bat. Avant d'atteindre le statut qu'elle a actuellement, elle vivait dans la rue, puis s'en est fait sortir pour travailler pour le gouvernement américain. Très vite, elle devient une pro dans tous les aspects de son métier. Son rôle dans l'histoire de Strive aura été de faire gagner du temps à Saul en battant les gardes corrompus par Apikeos dans la Maison Blanche, puis elle sauvera la vie de Saul pendant son combat contre Nagoriyuki, en profitant pour affaiblir ce dernier. Je rappelle que tenir tête à Nagoriyuki, c'est quand même un sacré palmarès. Au niveau de son gameplay, Giovanna c'est un rushdown, elle va donc exceller au corps à corps, elle possède énormément de coups qui mettent en avantage quand l'adversaire bloque, elle est très simple à prendre en main, c'est sûrement la meilleure porte d'entrée pour les débutants de jeux de combat, hein. Car en effet si vous n'arrivez pas à faire les commandes du super du jeu, car au début ça peut être compliqué à appréhender, parce que demi-cercle et tout là c'est chiant, bah elle, quand elle va avoir 100% de tension et 50, elle va gagner des buffs de dégâts et de défense. Ça permet du coup quand même pour les débutants de profiter d'effets ou de bonus de la part de la barre de tension pendant qu'ils apprennent les bases du jeu. Elle possède aussi une capacité lui permettant de renforcer son prochain coup spécial, donc encore une fois un truc assez simple à comprendre. De même pour ses combos, ils sont vraiment facilement réalisables, genre vraiment c'est le perso à prendre si vous débutez les jeux de combat en général. I wanna just be a trigger with a brutish impulse. Trigger, the silent preacher. Watch out, keep your hands up. Don't make a big deal out of me. Trigger, don't be curious about me. I don't want you to get hurt. Watch out, keep your hands up. Don't make a big deal out of me. Andy Mito est un jeune homme impulsif, il agit souvent sans réfléchir et est curieux par rapport à énormément de choses. Il veut apprendre plein de choses juste parce qu'il aime apprendre des choses. Cependant, quand la situation l'exige, il saura se montrer plus posé et réfléchi. C'est un électron libre, il a le cœur sur la main, mais on n'en sait malheureusement pas beaucoup par rapport à sa backstory étant donné que c'est un personnage apparu très tôt dans la licence. Mais on sait qu'il a été élevé dans une colonie après la destruction du Japon par Justice, et il a préféré la colonie à la pseudo-protection offerte par le gouvernement car il aspire à sa liberté. Il veut pas se sentir enfermé par une instance supérieure. Dans sa colonie, il rencontra celle qu'il aimera par la suite, Baiken. Il ira ensuite enquêter sur la destruction du village natal de Baiken, armé de Zessen, des éventails magiques qui font partie des armes les plus puissantes du monde. Et
pendant son escapade, il échappa aux autorités qui cherchaient à le faire retourner dans sa colonie. Évidemment, entre ça et Strive, il est revenu dans sa colonie dont Bacon est désormais la chef, et il vit avec cette dernière, à qui il a promis de rester à ses côtés jusqu'à la fin de ses jours. En jeu, Angie est un personnage assez compliqué à décrire. Il a des coups normaux plutôt classiques, mais possède une capacité qui va le faire tourner. Et s'il est touché par une attaque pendant qu'il tourne, il esquivera l'attaque et pourra suivre sur le poisson, qui sert de contre-attaque à l'attaque esquivée. Il aura aussi un Reka, donc un coup qui peut être enchaîné après un coup spécifique, ici le Fujin. Un gros coup à partir duquel il pourra choisir de suivre sur une attaque low, un overhead, un saut en avant, ou une attaque plus safe qui l'éloignera de l'adversaire en jetant un projectile. C'est donc un personnage plutôt basé sur le read et sur la capacité à rendre l'adversaire impatient afin de lui placer des contres destructeurs. Now it's just a few footsteps on the two small ones to live. Darkness and silence that don't really rhythm now don't sleep. The night that was only enough to last a lifetime. Words I need to turn into facts. Battle cry. Oh, the sound and light seem to be blessing us. Rock, parade, the battle cry. Oh, my last night we threw the trickster was born rock, parade. Can you feel the night? Would it be what it must be? Ino est une sorcière qui peut manipuler le temps. Elle est cruelle, manipulatrice, et s'en fiche de faire du mal autour d'elle. C'était une des antagonistes principales de la saga, qui est dévouée à Datman et qui a libéré par la suite Happy House du corps d'Ariels. Elle n'hésite pas à jouer de son charme afin d'atteindre ses objectifs, c'est pour ça que beaucoup de ses voicelines et animations sont volontairement sexualisées. Ses origines remontent aux croisades qui ont amené l'humanité au bord de l'extinction. Tous les désirs humains d'atteindre le stade divin grâce à la magie du Bacard ont été interprétés par l'originel comme dangereux pour le monde. Il les a donc tous rassemblés dans le corps de la jeune enfant qui deviendra par la suite Ino après avoir été refusée par le Bacard en voulant atteindre un stade divin. Après avoir rencontré Axel, les deux eurent une révélation due au fait que les deux semblent avoir des pouvoirs liés au temps. Et Axel voit dans Ino un visage familier, ce qui sera confirmé à la fin du mode histoire de Strive, où l'on apprend que Ino et Megumi, la copine d'Axel, sont la même personne. Mais bon, vu qu'elle est morte, ça va être compliqué pour Axel de passer à autre chose. À moins qu'Ino ait laissé un petit cadeau à notre cher Britannique avant de s'éteindre. ずるい生き方をくれてやる。ざまあみろ。わからないけど、そう伝えてって言われたの。あなた、本当にアクセル？ En jeu, Ino est catégorisé comme rushdown, donc corps à corps, la bagarre. Son jeu va se baser sur son dash, qui la fera s'envoler, et lui permettra d'alterner très rapidement entre des attaques overhead, mid et low. En plus d'avoir un projectile dirigeable, tout ça forcera l'adversaire à s'adapter à elle. En contrepartie, ses dégâts sont plus limités que d'autres personnages, en plus de ne pas poser de tâches traditionnelles. Sa mobilité au sol, elle sera assez limitée. C'est alors un personnage compliqué à prendre en main, mais assez agréable manette en main, une fois l'habitude de la mobilité aérienne prise. Leaving all the pain, fading away in the warm glow. Premier personnage DLC du jeu et troisième newcomer de Strive, Gold Lewis Dickinson est le secrétaire de la défense américaine. Comme tout américain, il est très patriote et se balade avec une sulfateuse sur lui. Il est fidèle à son travail et est très bienveillant, et fait tout afin de protéger les idéaux du président et des gens en qui il croit. Il est aussi connu pour son expérience au combat et sa capacité à diriger efficacement. C'est aussi un fan inconditionnel de Dan Dadan car son hobby est la recherche d'objets et de créatures étranges, même s'il ne croit pas aux aliens et aux fantômes. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette merde qui se trimballe partout dans son cercueil floqué zone 51 ? Eh bien cette espèce de main bleue, c'est un cryptide, une créature très étrange, mais pas bonne à être qualifiée comme extraterrestre. Par le passé,
On sait qu'il a rejoint l'armée pendant les croisades avec l'objectif de défoncer les guerres. Il put devenir très ami avec le futur président Vernon pendant cette période. Ce dernier aura quitté le service pour se concentrer sur la politique, pendant que Gold Lewis continue de se battre pour sa patrie. En jeu, Gold Lewis se présente comme un big body. Il possède une jauge spéciale appelée jauge de sécurité, qui servira en fonction de son niveau à être utilisée pour renforcer un de ses 2 projectiles, ou pour cancel un de ses principaux coups de son arsenal, ses coups de cercueil. En gros, regardez votre stick ou croix directionnelle, si vous appuyez sur Heavy Slash après avoir fait un demi-cercle dans n'importe quelle direction, Gold Lewis va taper dans l'arc exact que vous avez effectué avec votre stick. Il tape très fort et possède une mobilité médiocre au sol, mais si par chance vous arrivez à coincer l'adversaire contre un mur, bon, il deviendra votre petite pute et vous pourrez lui défoncer la gueule comme jamais quoi. Now it's your turn. Cat got your time. I'm for this one to punch you. Work and work. It's a vacant dirt. The only regret that no one knows. Work and work. Keep going. That's the lesson you ever hear. The kiss of death. Piping hot, popping like popcorn. It's all mine. Can you hear the bells ding dong? This is it, this is it. Jaco est la deuxième des Valentine et celle qui a récupéré le plus du côté de la Arya originale, ce qui lui cause un trouble de la personnalité instable matérialisé par son masque qui change complètement sa personnalité quand elle l'enfile. Une personnalité plus adulte et mature sans, et une très enfantine une fois le masque enfilé. Elle se considère comme un remplacement artificiel d'Arya, qu'elle considère carrément comme la propriétaire originelle de son corps. Plus tard, après son apparition, elle se rendit compte que sa condition de partie d'Arya ne la forçait pas à agir comme telle. Elle commença donc à devenir plus indépendante de ça, et à devenir une personne à part entière. Elle n'était plus seulement un amalgame des parties d'Arya, elle était réellement devenue Jaco. Par la suite, elle et Sol se mirent ensemble, et après les événements de Strive et la transformation de Sol en humain, les deux purent vivre ensemble leur histoire dans le calme et loin de la ville. Jaco en jeu se présente comme un perso peu péteur assez top. Elle possède une capacité lui permettant de faire apparaître des petits sbires, 3 au maximum, qu'elle pourra poser un peu partout sur l'écran, et auxquels elle pourra donner des ordres comme attaquer, contrer une attaque ou encore exploser. Cette capacité à contrôler le terrain va faire d'elle un personnage redoutable à affronter, car elle va laisser peu d'ouverture à l'adversaire pour contre-attaquer. Pour contrebalancer cette offense surpuissante, elle ne possède pas beaucoup d'options défensives et pas beaucoup de PV en tout. Il sera donc important de bien réfléchir à comment effectuer son agression pour ne pas prendre le risque de se faire malaxer en retour. Piping hot, popping like popcorn. It's all mine. Can you hear the bells ding dong? I'm a pretty last one. This is it, this is it. Oh, oh. Let's not pretend I don't hear me. Try to move on without looking back. 'Cause I realize it. Perfection can't please me. It took me 10 years to find the answer to something I forgot about it in 2 seconds. That's about it. Happy Chaos est le 4ème newcomer de Strive et est littéralement Dieu en personne, en plus d'être l'antagoniste principal de Guilty Gear Strive. Un dieu qui a pété un câble à cause de sa connaissance extrême de l'univers. Il voit le bien et le mal comme des choses à valeur égale, ce qui l'amènera tant bien à faire des choses horribles comme atomiser un appartement, ou des choses plutôt bonnes. Il est erratique, imprévisible et agit uniquement pour voir le monde réagir. Genre, c'est un peu le We Do Little Trolling en jetant une bombe nucléaire sur l'Inde quoi. Ce comportement l'amène à beaucoup chercher la merde partout où il va. Il a aussi beau avoir l'air d'un gamin qui agit comme tel, il est en fait très calculateur et manipulateur. Et c'est très bien ce qu'il fait, en plus d'être conscient du fait qu'il soit un dieu. Genre le mec c'est un peu les bandeurs Dyson et Ayano Koji sur TikTok. Il prévoit tout avec 2 pas d'avance et tout. Il traîne donc avec Ino car il trouve fascinante sa quête de vouloir retrouver ses pouvoirs divins, quête pour laquelle il va l'aider, car en plus de la trouver fascinante, il considère que c'est son objectif de vie actuel. Cependant, pendant les événements finaux de Strive, il va commencer à se sentir plus diverti que jamais par les affrontements entre Ino et le groupe de Sol, Nagoriyuki, Asuka, Axel et Kai. Il va donc par pure curiosité se barrer avant de se faire détruire pour voir comment tout ça va se passer tout en annonçant son futur retour. Happy Chaos est un dieu certes, mais un dieu avec une arme à feu. Ce pistolet est un des deux qui étaient alors les armes les plus destructrices de l'univers. Le deuxième, que Chaos possède, n'est qu'une copie du premier. Son gameplay va donc entièrement se baser sur son pistolet qui va faire apparaître un réticule sur l'écran qui, s'il appuie sur Heavy Slash, va tirer une balle, mais pas depuis son modèle. C'est donc un projectile qui n'en est pas vraiment un, ce qui va permettre avec d'étendre toutes sortes de combos et de mettre une pression depuis n'importe quel endroit. Mais son pistolet possède quand même quelques défauts. Étant donné qu'Happy Chaos est sûrement un fan de Skibidi Toilette, il a une jauge de concentration qui va se vider quand il tient son pistolet, ou s'il tire avec. Elle se vide extrêmement vite et si vous voulez ralentir cet effet, il vous suffira d'effectuer le focus. En gros, je sais pas, il regarde des TikTok Winter Arc, reste concentré sur ses objectifs. Il dispose aussi d'une assez bonne mobilité dans l'ensemble, ce qui lui permettra après une balle bien placée de s'approcher de son adversaire pour le faire valdinguer à l'autre bout de l'écran et effectuer un wall break très tranquillement.
It took me 10 years to find the answers I made. I forgot about it in 2 seconds. I don't have anything that's really important to me. That's why everything is beautiful. Baiken est une japonaise dont le village natal a été rayé de la carte lors de l'attaque de Justice, emportant au passage son bras droit. Elle est profondément traumatisée par cet événement, ce qui l'a rendue très agressive, froide et assoiffée de vengeance envers Batman. Elle est aussi une guerrière née et est prête à faire n'importe quoi pour atteindre son but, peu importe les conséquences de ses actes et le prix à payer. Elle ne reconnaît de la valeur chez les autres que s'ils savent se montrer dignes au combat, à l'exception de Danji, pour qui elle ressent de l'amitié au-delà du simple respect. En japonais, elle utilise un pronom normalement masculin pour se désigner, mais c'est pas comme si elle utilisait le pronom il-lui, c'est vraiment un pronom spécifique utilisé principalement par les hommes, ce qui peut paraître assez hors du commun pour pas mal de personnes de la colonie qu'elle dirige. Entre sa première apparition et Strive, son tempérament s'est un peu calmé et elle parvient à s'exprimer de manière moins agressive envers les gens, et surtout envers Delilah, une fillette extrêmement dangereuse qu'elle a réussi à calmer et de qui elle s'occupe maintenant aux côtés d'Angie. En jeu, Baiken se présente comme un personnage plutôt classique, équilibré, avec des attaques à l'épée qui peuvent couvrir des grandes distances. Elle possède un grappin qui permet de s'accrocher à l'adversaire, ce qui va permettre du coup, en combo, de pouvoir les étendre quand ce grappin est présent car il va ramener l'adversaire vers elle pendant qu'il est en l'air. Elle possède aussi des très bons coups aériens, ce qui lui permet d'approcher assez facilement dans les airs. C'est donc un personnage très facile à prendre en main et, à la manière de Giovanna, une des meilleures portes d'entrée sur Strive. In the light, it's never over yesterday. I'm the time inside. A l'origine, avant de devenir un gear, Testament était l'enfant adoptif du défunt Cliff Anderson, très gentil et faisant toujours passer les autres avant lui, en plus de vouloir rendre son père fier. C'est suite à sa conversion en gear qu'elle commença à perdre foi en l'humanité. Yale décida donc de libérer Justice de son sceau et de lancer son tournoi. Suite à la mort de Justice, justement, Testament regagna le contrôle de son esprit et s'isola du reste du monde par culpabilité à cause de tout ce qu'elle avait causé. Plus tard, au moment de Strive, Testament regagna sa sensibilité d'antan. Même si Yale n'avait toujours pas regagné foi en l'humanité car selon Testament, la nature des gears est le meurtre des humains, celle-ci reviendra après qu'Yale ait pu interagir avec les parents, entre guillemets, de Dizzy et beaucoup d'autres personnes. C'est ainsi que Testament perdit tout sentiment d'hostilité envers les humains. En jeu, Testament est catégorisé de zoneur. Ici, un zoneur qui va exceller à mi-distance grâce à ses coups de faux qui couvrent une énorme partie de l'écran, en plus de posséder des projectiles aux propriétés spéciales. L'un d'eux sont les crânes de sang, qui, quand ils disparaissent, vont faire apparaître une succube sur laquelle Testament pourra soit se téléporter, soit jeter son corbeau dessus. Si ce dernier touche l'adversaire, une marque sera posée sur lui. Elle s'activera au moment où un coup physique lui sera asséné, ce qui provoquera une explosion de la marque qui peut permettre d'étendre un combo par exemple. Son énième projectile est une bouche qui peut sortir jusqu'au bout de l'écran et que Testament peut soit faire sortir en attaque low, soit en overhead. Testament est donc un personnage qui possède de très bons contrôles de l'écran et qui pourra facilement garder l'adversaire loin de sa position. It's just less. I guess you can't trust a gentle tiger. Life, expected, is running in.
inside me and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can't go home because I'm afraid something will change. Bridget est le premier personnage de la deuxième vague de DLC de Strive et est en plus de ça l'icône trans du jeu. Bridget est une chasseuse de primes qui a participé à celle qui demandait la tête de Dizzy. Elle est une jeune femme sympathique, très silly, mais très maladroite, ce qui peut parfois causer des problèmes autour d'elle. A l'origine, elle était le deuxième jumeau de sa famille et dans son village d'origine, les jumeaux du même genre sont vus comme maudits. Elle a donc été éduquée en tant que femme pour la protéger du village, chose qu'au début elle n'accepta pas et elle prit la fuite afin de trouver une chose qui prouverait que ces histoires de malédiction étaient stupides. Du temps passa pendant lequel elle ne voulait pas s'accepter comme une femme, malgré le fait qu'elle se sentait bien en tant que femme. Sur son chemin, elle rencontra d'ailleurs Roger, son petit ours en peluche, avec qui elle se bat, et qui s'avère en fait être un cryptide, comme la main de Gold Lewis là. Venons-en aux événements de Strive maintenant, c'est grâce à des personnes encourageantes comme Gold Lewis et Kai qui lui ont conseillé de choisir comment elle voulait vivre sa vie. Elle décida d'être honnête envers elle-même et ses sentiments. Elle s'identifie désormais comme une femme et revient après ça dans son village plus heureuse et libre qu'elle n'a jamais été, en plus de pouvoir aider sa famille financièrement grâce aux primes qu'elle a récoltées. Bridget en combat possède des attaques à assez grande portée, en plus d'une mobilité impressionnante. Son yo-yo aura plusieurs utilités. Tout d'abord, mettre une pression à une bonne distance avec ses coups normaux, mais elle pourra aussi jeter son yo-yo à l'autre bout du terrain, yo-yo sur lequel elle pourra se propulser pour se diriger très vite vers l'adversaire, ou alors faire semblant pour bait un coup en face. C'est dans l'ensemble un perso très simple à prendre en main, et tout aussi simple à maîtriser, en plus d'avoir le thème musical le plus connu de la saga, même hors de la commu. The town inside me and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can't go home because I'm afraid something will change. Me without me, I don't want to play. Sin est le fils de Kai et Dizzy. Il est donc à moitié gear. Il n'a que 5 ans dans Strive, mais possède déjà, dû à sa condition de gear, un corps de jeune adulte. Il est très optimiste et très candide, mais peut des fois se montrer arrogant. Bref, c'est un enfant quoi. Malgré le fait que Kai soit son père, c'est seul qui l'a éduqué. Il est donc très attaché à ce dernier qu'il considère comme une meilleure figure parentale que son propre père. C'est seulement après avoir vu Kai se battre pour son royaume et s'excuser pour son absence qu'il a pu passer plus de temps avec lui et créer un véritable lien père-fils. En jeu, Sin se présente avec une barre spéciale qui va lui permettre de cancel des attaques spéciales dans d'autres attaques spéciales. Ou alors pour faire une attaque suivie spécifique à une attaque spéciale. En gros, imaginons que vous faites son attaque spéciale qui tape en overhead, vous pourrez instantanément suivre sur une attaque low, ce qui foutra la merde dans la garde de l'adversaire. C'est sa principale spécificité, il sera donc un personnage assez facile à faire fonctionner et à apprendre pour les débutants. Aussi petit conseil si jamais il vous vient l'idée de le jouer, n'utilisez jamais le truc de merde là où il mange, c'est la pire attaque du jeu. I had a reason to be angry, but I don't care, I don't care. The hourglass does not turn upside down on its own. I'm looking ahead, it will work out. Just go with what I feel, yeah. It will work out. If only I could keep running. I see the circle. I see the circle. Romeo Newman et sa sœur Delilah étaient tous les deux forcés à vivre dans un coma constant à cause de leur condition unique qui ne leur permet pas de supporter toutes les pensées et tout le process de leur cerveau. Alors isolé dans son monde de rêve, Romeo va rencontrer la volonté universelle qui va lui promettre de faire fusionner son monde des rêves au vrai monde. C'était un mensonge. C'est alors qu'il créa son méga robot dans lequel il peut transmettre sa conscience afin d'agir dans le monde réel dans lequel il continuera de suivre la volonté universelle en pensant que s'il bossait pour elle, elle créerait un monde où Delilah serait sauvée de cette condition et où toutes les personnes que Romeo aurait tuées seront ressuscitées. Sauf que dans X-Hard, Romeo va décéder en se réveillant de son coma alors qu'il allait se prendre une attaque dévastatrice, laissant son lit corrompu et en pièces avant de complètement disparaître. Ariels, qui représente alors la volonté universelle à ce moment-là, va se foutre de sa gueule et lui révéler qu'il se battait pour un mensonge pendant tout ce temps. Il essaiera de tuer cette dernière en vain car elle se désintégrera avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Delilah arriva alors se tenant devant les cendres de son frère et réveillée sans pour autant se faire détruire par sa condition. Avançons directement aux événements de l'histoire DLC de Strive mettant en scène Bacon, Chip, Angie, Sin, Faust, Ramlethal et les
Jellyfish pirates qui vont essayer d'arrêter une Delilah devenue complètement folle à cause de l'influence d'Happy Chaos et souhaitant se téléporter à la Maison Blanche pendant l'attaque de ce dernier sur le bâtiment, pensant qu'elle trouverait là-bas la personne qui a tué son frère. Elle sera calmée par Bacon et les autres et acceptera de rejoindre cette dernière qui a eu au final un parcours similaire. Les deux abandonnant leur vengeance et reconstruisant le lit de Romeo à partir de ses restes, lit qui accompagnera Delilah pour la garder en sécurité. En jeu, vous jouez non pas Delilah mais le lit. Il possède une mécanique qui, s'il fait une de ses 3 attaques spéciales, en sortira une nouvelle spécifique au coup utilisé après un petit temps. Baseman peut soit accélérer ce temps en faisant un input particulier, soit réinitialiser le timer de l'attaque suivie, avec là aussi un input spécial. Son arsenal de coups lui permet de très vite submerger l'adversaire d'informations pendant que vous lui mettez la pression, en plus de posséder comme Zato un dash aérien dans toutes les directions, ce qui peut amener à des cross-up ou mix-up très efficaces. C'est un personnage assez étrange à prendre en main au début, mais il est malgré ça assez simple à maîtriser une fois toutes ses mécaniques étudiées. One after the other, over and over again, I was a new pendulum. Through my left hand can't reach like that through the wall, but I can't find you with access to the back of my eyelids. Pitch black, pure white, all the same. Endless, finite. Copy that. Count to win 10 billion. Still down this hell. And no come to you without a second thought. I'm here, on the border of the circle. Batman, ou Asuka, est un des antagonistes principaux de la saga Guilty Gear. Le genre d'antagoniste qui reste en retrait, mais qui fait quand même des folies. Il est le disciple de l'originel. Ses intentions avant Strive ne sont pas claires, mais on sait qu'il possède le Tome of Origins, le livre qui possède toutes les informations de l'univers sur la magie. Il est surtout le père des guerres. C'est lui qui les a créés à l'origine seulement pour tester sur son meilleur ami Saul, de voir s'il allait y survivre. Il s'en alla après ça, et les événements liés aux guerres se passèrent après. Pendant que quelquefois, il faisait quelques apparitions pour parler avec Saul, lui disant qu'il attend le moment où il viendrait le tuer. On sait aussi qu'avant la fin des Xrd, il travaillait avec Ino et Raven, mais qu'ils se sont tous les trois séparés, Asuka laissant Raven prendre le relais de sa mémoire. Il ira se rendre, ensuite, devant le gouvernement américain, demandant à se faire enfermer dans la cellule la plus sécurisée du pays. Puis se passèrent les événements de Strive, et Asuka décida de s'en aller dans une colonie sur la Lune. Mais avant, il va balancer une bombe à la radio, où il va donner de manière impartiale des nombres qui comprennent par exemple le nombre d'enfants exploités dans le monde. Et c'est pour en éveiller les consciences, pour que le monde puisse se porter mieux à son départ. C'est alors qu'on en vient au Asuka que l'on joue dans Strive. Il est un clone quasi parfait du Asuka original, qu'il a créé dans un élan de solitude, afin d'essayer de parfaire la vie synthétique, comme ce qu'étaient les Valentine. Ce clone s'en ira sur Terre ensuite, pour récolter des informations pour son créateur à propos d'une certaine méthode de combat liée au test de Turing. Alors, comment expliquer le gameplay de Asuka sans avoir envie de me pendre? En gros, il possède 3 choses spéciales à retenir. La jauge de mana, le deck de sort, et la main de sort. Il possède 3 decks de 30 cartes en tout. Il peut choisir le deck, mais pas l'ordre des cartes de celui-ci. Chaque carte piochée va coûter du mana, chaque carte utilisée aussi, et les dégâts subis par Asuka quand il en possède encore aussi, car c'est le personnage avec à la fois la meilleure défense et la pire défense du jeu. Tant qu'il a du mana, les dégâts qu'il prend sont anecdotiques, mais à chaque fois qu'il en prend, il va perdre du mana petit à petit, et, arrivé à 0, il perd toute sa défense supplémentaire, et prend donc beaucoup plus de dégâts que n'importe quel personnage du jeu. Maintenant, pour revenir sur les sorts, il y en a 3 types. Les projectiles et attaques, tous ont de différentes propriétés. Les bâtons, qui vont, quand ils sont posés, avoir un effet spécial sur les projectiles, et enfin les effets spéciaux qui eux vont pouvoir par exemple recharger du mana très vite, ou encore pouvoir utiliser le même sort 2 fois d'affilée. Pour ce qui est du mana, il peut le recharger de 3 manières, sans rien dépenser, la recharge est donc lente, en dépensant de l'attention, là elle sera bien plus rapide, et en utilisant des PV. C'est la plus risquée, mais celle qui recharge le plus rapidement. De rien pour la migraine, hein. Asuka est alors dur à prendre en main, dur à maîtriser, mais extrêmement jouissif à jouer et à avoir joué.
Just listen what's called the years, the word of the guy who was hated by the god of failure. Just lean. On revient enfin sur des persos simples. Johnny est le premier personnage de la troisième vague de DLC de Strive. C'est le chef des Jellyfish Pirates, un équipage composé d'orphelines que Johnny a recueilli pour faire les Robins des Bois modernes. Pour le fun fact, ils ont volé un de leurs vaisseaux à l'état de Zeb. Johnny est un esprit libre qui a une personnalité rayonnante et qui adore les choses stylées de l'époque, ce qui explique sa tenue de cow-boy et son langage. Il aime aussi énormément les femmes, qui va souvent essayer de draguer. En gros, c'est un charreau. Cependant, il ne va jamais essayer avec un membre de son équipage, car il les voit toutes comme ses filles. Il accueille d'ailleurs très rarement autre chose que des femmes sur son navire, la seule exception étant Testament, qui peut parfois être aperçu à bord. Malgré son air qui peut paraître intimidant, Johnny est en fait un homme au grand cœur, avec un fort sens de la justice. Il n'hésitera pas à s'interposer dans des conflits afin de protéger les plus faibles. On a pu voir ça pendant que May était dans un état entre vie et mort dû à sa maladie. C'est un des rares moments où Johnny a brisé sa règle d'or, celle de ne faire confiance à personne sauf s'il est réellement au bout du rouleau, en acceptant l'aide de Faust, ce qui montre réellement à quel point il est attaché à son équipage. Johnny est un zoneur, qui est aussi accessoirement l'un des personnages les plus classes du jeu. Il va pouvoir jeter des cartes sur le terrain qu'il découpera ensuite avec son principal coup spécial, le Mistfinder. La carte découpée va ensuite éclater et faire un deuxième coup qui, s'il est bloqué, va coincer l'adversaire sur place, donnant l'occasion à Johnny de continuer son agression. Ses coups sont rapides, tapent loin, et peuvent s'enchaîner très rapidement. Johnny sera donc le perso parfait si vous aimez les personnages à setup et qui possèdent des tas d'options de pression très rapides. Just listen what's called that is the word of the guy who was hated by the god of failure. Just listen what's called that is the word of the guy who wallowed the heart without food. He'll come. All the truth and crooks in fear. He'll come. Before those who wanna dawn. White card. The words of a man who never fails. Self-lead. Ignite the joy in your soul. It's calling you. Elfette Valentine est la troisième des sœurs Valentine, celle qui, contrairement à Rame Lethal, ressent beaucoup trop d'émotions. Elle est une amoureuse de la nature et des animaux et ne va jamais ignorer des personnes qui se sentent seules ou mal. Elle essaie de représenter le pic de la féminité, ce qu'elle n'arrive pas trop à faire car elle se concentre trop sur les caractéristiques considérées comme associées aux femmes. Elle est aussi très têtue, donc il sera compliqué de lui faire changer d'avis sur un sujet. J'ai d'ailleurs dit qu'elle était une Valentine, mais elle n'est pas consciente de ça. Pour elle a toujours été une humaine comme les autres, avant d'enfin se rappeler de la vérité alors qu'elle allait se marier à un chanteur de death metal. Se passe ensuite Ixard, et après ça, elle arrive à se faire une place au royaume d'Illyria. Faisant beaucoup de conneries là-bas, malgré le fait que personne ne lui en veut pour ça, elle va finalement s'enfuir et créer son groupe de métal, Speothos Venaticus, avec lequel elle aura pour objectif de faire kiffer les gens et de leur donner le sourire, chose qu'elle parviendra à faire car son groupe deviendra très populaire. En jeu, Elfette est un rushdown, son gameplan va se baser sur son Reka qui va lui donner la possibilité d'alterner instantanément entre des attaques overhead et low pendant la séquence. Ses autres outils sont une grenade qui la fera passer au-dessus de l'adversaire en mettant des dégâts et en permettant de faire des cross-up, un projectile qui, après un certain moment, va se diriger vers l'adversaire, des pokes assez rapides et une ceinture de grenade qui va permettre de forcer la garde de l'adversaire pour pouvoir continuer à le mixer. Elle ne possède malheureusement aucune option défensive réellement efficace, donc il va falloir compter sur son offense pour ne jamais laisser l'adversaire respirer. Buckle up, run on, drop the top, yeah, yeah, too late, my baby. Abba est un homoncule, une forme de vie créée en laboratoire duquel elle ne sera jamais sortie pendant plusieurs années, lui donnant cette apparence extrêmement pâle et maigre. La hache démoniaque géante qui l'accompagne s'appelle Paracelsus. Abba l'a modifiée pour qu'il ait une forme de clé, car elle a une obsession maladive pour ces dernières. Ça l'a aussi amené à développer des sentiments amoureux obsessifs pour Paracelsus, qui ne sait pas comment y réagir. Elle se montre très peu à l'aise socialement et cherche à trouver un nouveau corps pour son mari,
entre guillemets, même si elle a peur qu'il l'abandonne une fois ce corps trouvé. Elle se montre très jalouse et possessive dès qu'elle rencontre une autre femme, par peur qu'elle lui vole Paracelsus. C'est dans Strive qu'elle arrivera à calmer tous ses sentiments à l'aide de Testament et Elfelt qui, après une longue discussion, l'aideront à mieux comprendre ce qu'elle et Paracelsus ressentent. Se sentant extrêmement mal d'avoir forcé Paracelsus à l'accompagner, ce dernier lui dira finalement qu'il ne trouve pas ça si mal, et qu'il n'arrivait simplement pas à bien exprimer ses sentiments. Les deux continuent alors leur chemin en ayant évolué et en ayant maintenant une relation plus saine. Abba est un personnage à stance, elle aura un mode normal où elle aura une mobilité assez terrible et des coups plutôt lents, et un mode appelé la Jealous Rage, où tous ses coups et sa mobilité deviendront excellents. Alors la question ici c'est, pourquoi ne pas tout le temps rester dans ce deuxième mode ? Bien c'est car la Jealous Rage va vider une jauge qui permet justement l'utilisation du mode. Le but avec le mode normal sera alors d'aller remplir la jauge de jalousie à l'aide de certains coups faits exprès pour ça, pour ensuite devenir surpuissant et faire regretter à l'adversaire d'avoir pris du temps à la vaincre. Break out, turn the key to world untold. Life is a maze where the wind burns. Blah 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 blah. Sick and tired, normal and no big deal. I'm just quirky note in the symphony. Change your view, change the meaning. Repeat it. It's worthwhile. Bothersome. At time is kindness. Depressed sickness. Those are forces die. Slayer est un vampire nous venant tout droit de Transylvanie, accompagné de sa femme Sharon, à qui il peut constamment piquer du sang car elle en produit de manière infinie. Slayer aspire à l'art du dandysme, il est un gentleman qui se comporte comme tel, et il possède aussi la plus grande puissance du monde de Guilty Gear. Il est aussi grand fan des haïkus, les petits poèmes japonais en 3 lignes, qu'il récitera à chaque victoire d'un combat. Grand philosophe, ayant vécu plusieurs millénaires, il étudie aussi les comportements humains, par pure fascination. Il aime les duels, se combattant pour le divertissement, sauf quand il trouve un adversaire au-dessus du reste, ce qui l'excite à la simplicité du combat. Enfin, il aime partager ses connaissances avec les gens intéressés par celle-ci, et est un mentor du dandysme pour Zato et Nagoriyuki, ce qui explique la personnalité très noble de ce dernier. J'avais dit qu'il avait la plus grande puissance du monde, et bien cet aspect est retranscrit dans le jeu par ses dégâts colossaux, en particulier sur un coup, voyez-vous, il a un input qui permet de faire ce qui est appelé le dandy step. Ce coup pourra ensuite être suivi par un autre parmi une liste de 4. Un overhead qui attrape les ennemis en l'air, un low qui fait trébucher l'adversaire, un coup sauté qui permet de passer derrière l'adversaire en prenant un avantage considérable, et enfin, le pile bunker, le plus rapide des 4, celui qui fait le plus mal, mais aussi celui le plus risqué car un pile bunker bloqué, c'est un combo gratuit pour l'adversaire. En bref, Slayer tape extrêmement fort, sa mobilité est assez bonne, et il est un bon personnage pour se lancer dans Strive. My friend enjoyed carrots for the plate. Holding a platinum knife with soft fire glow. But his eyes did not shine. What he needs is that he can have it all. Surrounded by precious things. My heart was in the storm, heart in the storm. Bedtime story, happy ending, it's just a snapshot in time. Life is a journey, not a destination. Enjoy the ride without down downs. Dizzy est le premier personnage qui ouvre ce qui sera sûrement la dernière vague de personnages DLC, et, au moment où j'écris ces lignes, elle est le dernier personnage sorti il y a très exactement 3 jours. Elle est la femme de Kai et la mère de Sin. Vous savez déjà tout pour la base de son histoire et sa prime, mais je peux ajouter qu'elle possède 2 armes qui sont en fait des êtres vivants, Necro et Undine.
L'un manipulant le feu et étant une matérialisation de son côté violent, et l'autre la glace, en étant une représentation de sa protection. Sa condition de guerre lui a permis à 3 ans d'avoir la même apparence et le mental d'une femme de 20 ans, ce qui lui a permis d'assez vite pouvoir comprendre les gens et agir comme une personne mature. Elle agit comme une mère avec les gens qui l'entourent, et est très bienveillante, malgré le manque de confiance qu'elle accorde aux humains qui l'ont persécutée à sa naissance. Elle était seule, jusqu'à sa rencontre avec un testament qui était apaisé, et qui lui a expliqué que beaucoup d'humains sont des bonnes personnes. Chose dont elle se souviendra quand elle rencontrera du coup ces bonnes personnes, dont Kai faisait partie. Ces rencontres lui permettront de se sentir mieux en étant entourée. Elle déteste se battre, mais n'est pas pour autant pacifiste, car elle est consciente du fait que la destruction fait partie du cycle de la vie. Elle laisse donc ses 2 gardiens se battre pour elle. Dizzy dans Strive se joue comme un zoneur. Elle possède de très bons projectiles, mais aussi des bons coups au corps à corps. Sa principale spécificité est son Ice Field. Elle peut en effet poser un sol de glace qui va avoir comme propriété spéciale de glisser ou éclater quand quelqu'un chute dessus. Elle peut aussi set-up des poissons qui vont avancer petit à petit avant de sauter sur l'adversaire pour lui faire des dégâts. Et aussi, sortir des ailes de lumière qui feront d'énormes dégâts après 5 secondes en utilisant la tension. Elles s'enlèveront cependant quand elle subira un coup. Dizzy est alors un perso très simple à apprendre car elle possède énormément d'options à distance, mais elle ne possède malheureusement pas une défense de fou. In the sunset, the sky was a place with golden roots. Before the darkness, how you took my hand, carried by the wind. All that changed, rolling the world of tears, bathed in radiant dawn. I desire nothing from the flowing sands of time. A bolt of lightning shows me where to run. The moon tells us still all that change. Bathed in radiant dawn. Alors on sait déjà qui seront les prochains personnages à sortir dans le jeu, et ce sont les suivants: Venom, Yunika du futur anime Guilty Gear Strive, et en guest, Lucy de Cyberpunk Edge Runners. On n'a pas de gameplay ni de lore lié à Strive pour les 2 derniers, donc pour le moment je parlerai pas d'eux, et ça sortira dans une future vidéo, donc cet été, parce que Lucy elle sortira cet été, et ça sera le dernier perso. Et bah du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a pris énormément de temps à réaliser, c'est une singerie genre... Et du coup j'aimerais bien avoir vos avis sur celle-ci, et aussi je le dis maintenant, mais il y aura un sondage sur l'onglet communauté pour que vous décidiez de quel sera le prochain jeu dont je pourrais parler sur la chaîne. Donc il y aura le choix entre Psycho Pomp, Métaphore Refantasio, Monster Hunter World et Street Fighter 6. Merci encore, rejoignez le Discord en description, mettez un like si vous avez aimé, abonnez-vous la team, allez, ciao.